Je jure devant Dieu que je te tuerai. Farouk, tais-toi. T'allais faire de moi un meurtrier. Fais attention à ce que tu dis. C'est mon ami. De me séparer de mes frères et sœurs. Je t'arracherai les yeux. Il va nous faire jurer comme des gamins maintenant? Les garçons, vous aussi, allez-y. Va voir ton frère et tes sœurs. Tu te prends pour mon père? Je suis ton mari. Il n'y a personne d'autre ici. Arrête de jouer au mari. Bon, allez, entre, papa. Je te raconterai pourquoi on s'est disputé. Et honorer mes aînés. J'ai appris à le faire dans les bois. Ne t'inquiète pas. Azizé, tu vas embrasser les mains de mes parents. Aïe! Qu'est-ce qui ne va pas, Devran? J'aurais pu leur cracher au visage. Si elle était venue, elle nous aurait empêché de punir ce vaurien. Famille, je l'ai fracassé. Bam, 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 bam. La tête et tout son corps. Je l'ai attrapé alors qu'il était à terre. J'aurais aimé qu'on puisse le détruire. Il n'y a personne ici. Partez. Allez chercher ailleurs. Madame, Si c'était n'importe qui d'autre, je vous aurais dit d'y aller et de fouiller où vous voulez. Mais vous... L'alliance la plus vomitive et la plus contre-nature vient de se sceller sous nos yeux ébahis, et je vous affirme avec une certitude absolue que la petite fille innocente que nous voulions toutes protéger n'existe plus. Aziz vient de vendre son âme au diable en personne pour anéantir la seule personne qui a sacrifié sa propre humanité pour la maintenir en vie. La sœur protectrice est devenue une prédatrice si implacable qu'elle est prête à marcher sur les cadavres de sa propre famille pour étancher une soif de sang qui ne lui appartient même pas. Nous assistons à la destruction totale et définitive de la fratrie, et les conséquences de cette trahison vont noyer la ville entière dans un chaos absolu. Avant de décortiquer chaque micro-expression de cette trahison monumentale et de vous révéler le double jeu suicidaire de notre nouveau parrain de la pègre, dites-moi très rapidement dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez aujourd'hui. Je passe l'intégralité de mes nuits à lire chacune de vos théories et à vous répondre personnellement, car je suis toujours complètement fascinée de voir notre communauté s'étendre aux quatre coins de la planète pour analyser ces drames psychologiques d'une noirceur absolue. Prenez juste une seconde pour me laisser une trace de votre passage, on reprend immédiatement notre analyse viscérale. Le silence qui écrase cette ruelle poisseuse après la proposition d'Aziz est d'une densité à couper le souffle. On parle d'un homme, Yavuz, qui a passé des décennies à terroriser Istanbul, à broyer des destins, à manipuler les politiciens et à se prendre pour le maître incontesté de la nuit. Cet homme se retrouve aujourd'hui littéralement figé face à une gamine qu'il considérait il y a encore quelques jours comme un insignifiant dommage collatéral. La lumière malade et clignotante du lampadaire sculpte les traits d'Aziz, et ce que Yavuz lit dans ses yeux le terrifie au plus haut point. Son bras est tendu, sa main est d'une stabilité cadavérique. Elle ne tremble pas, elle ne scie pas, elle ne dégage plus aucune odeur de peur ou de remords. Le vieux parrain déchu comprend avec une lucidité effrayante qu'il n'a plus affaire à une orpheline en quête de justice, mais à un monstre forgé dans les flammes de ses propres atrocités. Son esprit calculateur évalue la situation à une vitesse foudroyante. Il est traqué par les escadrons de la mort de l'État. Il n'a plus d'argent, plus de planques, plus d'armée. Cette main tendue par la fille de Rifat est son unique bouée de sauvetage dans un océan de prédateurs. Lorsqu'il avance sa main sale pour serrer la sienne, le contact physique, c'est l'impact d'une perversité indicible. Le père biologique qui veut récupérer sa couronne et la fille adoptive qui veut venger son père se lient dans une marche funèbre commune pour détruire Tchemo. C'est la définition même de l'horreur psychologique et le point de non-retour de cette histoire. À des kilomètres de cette fange urbaine, Tchemo expérimente une forme de torture mentale bien plus sophistiquée dans les hauteurs vertigineuses de son nouveau royaume de verre. Les locaux de l'organisation occulte puent le luxe aseptisé et la corruption silencieuse. Vêtu d'un costume sombre taillé sans mesure qui lui donne l'allure d'un jeune épreur intouchable, il déambule dans des couloirs de marbre immaculé. Chaque pas qu'il fait résonne dans son esprit comme le bruit du corps de Rifat tombant lourdement sur le béton de la cave. Les hauts fonctionnaires corrompus qui croient l'avoir domestiqué par le parricide s'inclinent sur son passage avec une déférence hypocrite. Ils lui soumettent des rapports financiers complexes, des opérations de blanchiment d'argent impliquant la haute sphère étatique et des réseaux internationaux. Tchemo joue son rôle à la perfection. Il hoche la tête, il signe, il valide des transactions avec une froideur de reptile impressionnant ses geôliers par son absence totale d'empathie. Mais sous ce masque de marbre, sous cette carapace d'obéissance aveugle, il orchestre la plus grande opération de sabotage de l'histoire de la pègre locale. Il utilise les codes d'accès ultra secrets de l'organisation pour s'infiltrer silencieusement dans leurs serveurs fantômes. Il détourne des fractions invisibles de capitaux, efface des preuves, accumule des dossiers compromettants et crée des impasses financières qui vont bientôt étrangler le système. Il sait intimement qu'une simple respiration trop forte ou un regard hésitant signera son arrêt de mort immédiat. Mais la peur de mourir a définitivement quitté son corps. Sa seule raison de survivre est de détruire cette machine de l'intérieur pour garantir la sécurité financière et physique de ses sœurs et de ses frères. Il accepte d'être haï de tous, il accepte l'infamie pourvu qu'il respire encore. Le retour d'Aziz dans les murs suintant du refuge est une séquence qui glace littéralement le sang et modifie toute la dynamique de notre couple de survivants. Lorsqu'elle franchit la porte défoncée avec la silhouette massive et sombre de Yavuz dans son ombre, l'oxygène disparaît totalement de la pièce. Youssouf arrête de détruire son arme nette, le canon pointant dangereusement vers le sol. L'oncle Jevdet, le vieux soldat des guerres urbaines, se lève d'un bond, la main plongeant sur la crosse de son pistolet. Le diable en personne se tient au milieu de leur salon. Zélia, terrorisée par la vision de cet homme cauchemardesque, pousse les petits dans la chambre et verrouille la porte à double tour. Jevdet exige des explications, la voix chargée d'une menace de mort immédiate, prête à faire feu. Mais Aziz s'avance et son aura pétrifie la pièce entière. D'une voix atrocement neutre, dépourvue de la moindre émotion humaine, elle annonce que Yavuz est désormais son atout principal tactique. Elle explique avec une logique de sociopathe que la loyauté et la morale sont des concepts réservés aux gens riches et en sécurité. Yavuz connaît les codes, les adresses secrètes, les noms des traîtres enfouis dans le système. Youssouf, ébranlé, tente de la ramener à la raison, de lui rappeler les massacres violents orchestrés par cet homme qui se tient devant eux. Mais le regard noir d'Aziz le réduit au silence absolu. Elle affirme que le passé n'existe plus et que la souffrance de hier est l'arme d'aujourd'hui. La seule vérité actuelle est la destruction de Tchemo
et l'effondrement de son nouvel empire financier. Elle prend le contrôle total de la famille, déchirant les anciens liens de tendresse pour transformer un foyer d'orphelins terrifiés en un véritable cartel de la drogue mené par une soif de sang inépuisable. La tragédie s'épaissit encore davantage avec le personnage de Mélisse qui s'isole dans une démarche d'investigation complètement suicidaire. Cloîtrée dans une chambre de motel crasseuse aux murs décolorés par l'humidité, elle regarde sa mère Mela sombrer lentement dans une apathie totale, pleurant son ancienne vie de bourgeoise. Mélisse refuse de subir ce déclin pitoyable. La nuit, sous l'allure blafarde de l'écran, elle ouvre son ordinateur sécurisé et plonge dans les archives cryptées de son défunt père Ahmed. Elle agit comme une informatrice fantôme pour Youssouf, se noyant dans les déchets numériques de la corruption étatique pour leur fournir des cibles. C'est lors de cette plongée vertigineuse dans les ténèbres informatiques qu'elle découvre le dossier maudit. Les rapports de surveillance prouvant de manière irréfutable que Rifat n'a jamais péri dans l'incendie de la vieille maison. Les notes gouvernementales décrivant comment l'État l'a gardé en vie pendant des décennies, dans une geôle souterraine, pour en faire l'instrument de torture psychologique ultime contre l'héritier légitime. La révélation la frappe avec la force d'un cataclysme sismique. Elle comprend immédiatement que Tchémo n'a jamais trahi sa famille pour le pouvoir. Il a été placé devant un choix diabolique et a volontairement sacrifié son âme et commis l'irréparable, uniquement pour sauver la vie d'Aziz et du reste de la fratrie. Mélisse détient la vérité absolue, la seule pièce du puzzle capable d'enrayer cette guerre fratricide qui s'annonce. Mais cette vérité monumentale fait d'elle la cible prioritaire absolue des redoutables escadrons de la mort de l'État corrompu. L'offensive de la nouvelle alliance commandée par la fureur fraude d'Aziz démarre avec une sauvagerie sans aucun précédent dans cette ville. Yavuz, utilisant sa mémoire phénoménale de l'empire criminel, guide le groupe vers une gigantesque plaque tournante de blanchiment d'argent, dissimulée sous l'apparence d'un simple entrepôt d'importation dans la zone portuaire lugubre. L'assaut nocturne est une véritable boucherie. Aziz, arme lourde au poing, avance entre les containers métalliques avec la froideur calculée d'un automate, exécutant les gardes lourdement armés de l'organisation, sans jamais cligner des yeux. Yavuz savoure ce carnage avec une délectation macabre, retrouvant son statut de prédateur suprême, abattant ses anciens rivaux avec un sourire de psychopathe illuminé par les tirs. Youssouf, profondément écœuré par cette violence gratuite, mais étroitement lié par son amour toxique et inconditionnel pour Aziz, couvre leurs arrières avec une précision redoutable. Il ne se contente pas de neutraliser les forces de défense. Il dynamite les serveurs informatiques, met le feu aux immenses palettes de billets de banque et laisse des messages de menaces écrits avec le sang des victimes sur les murs de béton. Il prouve à la métropole entière qu'ils ne sont plus des victimes terrorisées, mais les nouveaux maîtres du chaos urbain, prêts à brûler l'économie souterraine pour attirer l'attention de leur véritable cible. La nouvelle de ce saccage barbare arrive directement et s'enfiltre dans la salle de crise hyper sécurisée de Tchémo. Les hauts fonctionnaires sont enragés. Les immenses écrans de vidéosurveillance diffusent les images saccadées de l'attaque en boucle. Le chef bureaucratique au visage tordu par la colère ordonne à Tchémo d'écraser cette petite rébellion de quartier immédiatement et sans aucune pitié. Tchémo fixe les écrans incandescents. Son cœur s'arrête littéralement de battre dans sa poitrine. Malgré la mauvaise qualité des images, il reconnaît instantanément la posture d'attaque d'Aziz, la démarche lourde de l'oncle Jevdet et la couverture tactique spécifique de Youssouf. Mais c'est l'ombre massive de Yavuz, éclairée par les flammes de l'incendie, qui détruit définitivement son monde intérieur. La fille qu'il aime plus que tout, la personne pour laquelle il a accepté d'assassiner Rifat pour la protéger, s'est alliée avec le monstre sanglant qui a massacré leur enfance innocente. La douleur psychologique qui le terrasse à cet instant précis est complètement insoutenable. Il est complètement seul au sommet de son empire mafieux, dans l'incapacité absolue de hurler sa détresse ou de montrer la moindre faiblesse. Il masque son désespoir écrasant sous un visage de marbre et d'une voix de glace assure aux fonctionnaires paniqués qu'il va régler le problème personnellement et de manière définitive. Il met alors en place des fausses pistes tactiques pour écarter les nettoyeurs de l'État des véritables cachettes de sa sœur, tout en planifiant en secret la mort brutale et nécessaire de Yavuz. Le destin tragique de cette histoire s'accélère lorsque Mélisse prend la décision la plus brave et la plus terrifiante de son existence. Refusant catégoriquement de voir la famille qu'elle admire tant s'entretuer sur la base d'un mensonge d'État monumental, elle pirate le standard sécurisé et intraçable de la tour de Tchémo. La ligne grésille lourdement. Tchémo décroche, la mâchoire crispée, prêt à entendre des menaces de factions rivales. Mais la voix tremblante et paniquée de Mélisse le fige sur place. Elle ne perd pas une seconde et déballe tout ce qu'elle a trouvé. Le complot autour de Rifat, le chantage odieux des sous-sols, la vérité effroyable sur son sacrifice personnel. Le mur de glace qui protégeait le cœur de Tchémo se fissure entièrement. Une personne au monde sait qu'il n'est pas un traître et qu'il porte le poids du monde sur ses épaules. Mais la terreur pure le submerge aussitôt. Il sait que ce réseau de communication est sous la surveillance constante des algorithmes de l'État. Il hurle à Mélisse de détruire son ordinateur, de fuir le motel, de ne surtout rien dire à Azizé, qui foncerait tête baissée dans un piège mortel sans prendre de précautions. Soudain, un bip métallique et strident retentit sur la ligne. Le protocole de traçage de l'État vient de localiser avec précision la chambre de motel de Mélisse. Les nettoyeurs les plus meurtriers de l'organisation sont lâchés dans la nature. Tchémo prise toutes les règles de sécurité qu'il était censé respecter, convoque sa garde privée, arme son pistolet personnel et s'engouffre dans les ascenseurs de verre pour aller sauver la seule témoin de son innocence dans une course contre la mort et le temps. Les escadrons silencieux et lourdement armés de l'État encerclent le motel miteux sous une pluie diluvienne qui noie la ville. Mélisse et Nella sont acculées sur une coursive extérieure rouillée, tremblantes de terreur, face au faisceau des viseurs laser rouges qui balayent les murs délabrés.
Au moment exact où l'exécution sommaire semble inéluctable, les immenses véhicules blindés de Chemo fracassent les grilles métalliques du parking dans un hurlement de moteur. Une guerre urbaine d'une brutalité extrême et assourdissante éclate. Chemo débarque sous la tempête, son costume de créateur complètement trempé, bougeant avec la druidité et la rage d'un animal sauvage. Il abat les agents corrompus de l'État avec une précision chirurgicale, protégeant Mélisse et sa mère éplorée, qu'il force à monter à l'arrière de son propre véhicule blindé pour les mettre à l'abri des tirs croisés. Il sacrifie totalement sa couverture auprès de l'organisation occulte pour sauver une vie innocente, prouvant de manière éclatante que l'âme du grand frère protecteur vit toujours intensément sous la peau du puissant chef mafieux. Mais cette fusillade dantesque et bruyante attire inévitablement les vautours qui rôdent dans l'ombre. Yavuz, écoutant les fréquences radiocryptées de la police, comprend rapidement que Chemo est vulnérable hors de sa forteresse de verre et engagé dans un combat mortel. Il manipule habilement Azizé, lui vendant cette faiblesse tactique évidente pour l'inciter à intercepter le convoi sur le chemin du retour. Aveuglée par sa haine brûlante et son désir de justice expiatoire, la jeune fille lance la poursuite sans réfléchir. Les véhicules de la rébellion déchirent l'asphalte détrempé sous les orages violents d'Istanbul. Sur l'immense pont suspendu majestueux qui traverse les eaux sombres du Bosphore, les SUV entrent violemment en collision sous l'aquaplaning. Un carambolage monstrueux paralyse la zone dans un fracas terrifiant de tôles froissées, de verres brisés et de fumée âcre. Chemo sort péniblement de sa carcasse fumante, le visage en sang, ébloui par les phares clignotants. Face à lui, Azizé émerge de la brume et de la pluie, le canon de son arme braqué droit sur le cœur de son propre frère. Le silence qui s'installe entre eux est paradoxalement plus assourdissant que la tempête environnante. Chemo la regarde fixement et voit une âme entièrement rongée par le mensonge et la manipulation. Il pourrait parler à cet instant, il pourrait dénoncer l'organisation et révéler que Mélisse détient toutes les preuves irréfutables à l'arrière de sa voiture blindée. Mais il se tait avec une résignation héroïque. Il préfère porter l'étiquette du monstre et mourir avec cette réputation plutôt que de risquer la vie de la témoin innocente face au regard calculateur de Yavuz. C'est à cet instant de tension psychologique insurmontable que la scène bascule dans la folie absolue. L'ombre massive et menaçante de Yavuz s'extrait péniblement de la carcasse de son propre véhicule accidenté. Le vieux parrain affiche un sourire de démence absolue, savourant le triomphe écrasant de sa noirceur sur cette famille. Il regarde son propre fils silencieux et la fille qu'il a psychologiquement détruite. Avec une envie sadique de briser définitivement tout ce qui est pur et beau en ce monde, il prend la parole. Il hurle sous la pluie battante la vérité monumentale que personne ne devait jamais entendre de sa bouche. Il crie à Azizé en riant que Chemo n'a jamais trahi Rifat pour le pouvoir ou l'argent, mais qu'il a été forcé sous la torture mentale de l'exécuter comme un animal dans les sous-sols de l'État, uniquement pour lui sauver la vie à elle et au reste de la famille. La vérité nue, dégueulasse et fracassante détruit l'esprit d'Azizé en une simple fraction de seconde. Son arme lourde lui échappe des mains, heurtant le goudron humide dans un bruit sourd. Elle réalise avec une horreur paralysante qu'elle vient de s'allier avec le véritable diable pour traquer et assassiner l'ange qui a volontairement vendu son âme pour garantir sa propre survie. La stupeur les fiche tous les deux dans une douleur muette, et c'est exactement ce moment de vulnérabilité totale que Yavuz attendait depuis le début. Profitant de cette paralysie émotionnelle, le vieux barin dégaine son arme cachée avec une vitesse fulgurante et tire à bout portant. La déflagration assourdissante déchire la nuit et l'image se coupe brutalement, nous plongeant dans une mare de sang sous le déluge, sans nous laisser la moindre chance de voir qui de Chemo ou d'Azizé vient de s'effondrer sur le pont suspendu. Si vous voulez savoir absolument qui s'est pris cette balle fatale en plein cœur et comment le survivant de cette confrontation tragique va transformer Istanbul en un véritable abattoir pour venger cette manipulation diabolique, il est vital de vous abonner à la chaîne immédiatement pour ne rien rater. Ne laissez pas le suspense vous ranger de l'intérieur. Dites-moi tout de suite dans les commentaires qui, selon vous, gît dans son propre sang sur l'asphalte de ce pont. Je vous donne rendez-vous en bas pour débattre de ce carnage psychologique. Frappez le bouton d'abonnement. On se retrouve très vite pour la suite des révélations.